C'est une question d'intérêt national. Quelles doivent être les caractéristiques d'un élu idéal? C'est une question grosse d'enjeu. Mais il faut la reporter sur l'enjeu de la décentralisation. On sait que le Sénégal s'est engagé dans une décentralisation prudente, mais progressive. Et que, par ricochet, on peut même parler de déconcentration, puisque pas de politique de décentralisation réussie sans déconcentration. Il constitue en réalité des instruments phares pour la promotion du développement. Et si on se réfère à la mission des collectivités territoriales en termes de conception, de programmation et de mise en œuvre des actions de développement, on sait que la charge est énorme. Mais qu'est-ce que la collectivité territoriale? Devrions-nous nous poser comme question de base? D'après le législateur, c'est une personnalité morale autour d'une entité autonome qui a des compétences propres. Mais le plus important, qui a un pouvoir de décision. Et pouvoir de décision qui s'exerce par délibération au sein des représentants des conseils élus. Et cette délibération est exécutée par les pouvoirs exécutifs locaux, valablement. Pour être à la reine de cette collectivité territoriale, il faut s'armer à deux niveaux. Et c'est le sens de votre question, sur le plan technique, mais sur le plan social. Sur le plan technique, il me semble que si on revisite la mission de la collectivité territoriale, il y a trois phases qui sont importantes. La phase de conception, c'est là où on affirme la vision pour la collectivité. Et pour moi, le leadership de l'exécutif local doit être affirmé pour dire là où il va aller avec la collectivité. Quels sont les choix prioritaires? Quelles sont les priorités de la collectivité? Et en le faisant, naturellement, ça doit être très participatif, inclusif pour ne laisser personne en rade. Et c'est ça qui détermine déjà la posture que doit avoir un exécutif local. Tous les éléments conceptuels à sa possession et communiquer autour de cette vision pour que les populations comprennent là où il veut aller avec les mandats. Mais si on le fait dans cette phase, il y a la phase la plus déterminante, c'est la phase de la mise en œuvre. Le rétro-planning doit être constamment surveillé par l'exécutif local. Mettre en œuvre, c'est aller vers les préoccupations des communautés, satisfaire les besoins essentiels, mais pas n'importe comment. L'élu doit être forcément chevillé au basque de la qualité. Que tous les services rendus le soient au nom de la qualité. On ne demande pas à un exécutif local d'être technique. Il doit manager, c'est vrai, il doit administrer. Mais le bon exécutif local doit savoir identifier les bonnes personnes pour se faire entourer. Quels sont les profils au sein de la communauté qui doivent participer au management de la collectivité en aidant l'exécutif local? C'est d'abord un choix. Le faire, c'est faire un parti pris sur les connaissances, sur ce qui doit être fait en phase avec la réglementation en vigueur. N'oubliez pas que les collectivités territoriales sont régies par un code général des collectivités territoriales. C'est le référentiel de base. Pour éviter de poser des actes en porte-à-faux avec la législation, il faut se faire entourer. Et l'État a prévu des dispositifs pour accompagner l'exécutif local. Il doit pouvoir s'en approprier. Dans le cadre du troisième volet qui me semble important et qui a été un peu laissé en rade, c'est le suivi-évaluation. L'exécutif local doit avoir un œil particulier sur l'évaluation. La question que je me pose souvent, c'est de dire pourquoi attendre qu'une institution, un programme, une entité tierce vienne vous dicter la conduite à tenir sur l'évaluation? Non. L'évaluation doit être l'incarnation de l'exécutif local. Et à partir de ce moment, on peut même parler d'auto-évaluation. C'est de dire simplement, de façon basique, quelles sont les prévisions qui ont été faites, quelles sont les réalisations et où se situent les écarts. Et à partir de ce moment, réfléchir sur les actions de mitigation pour atteindre les résultats et en faire part aux communautés. Cela me paraît essentiel dans les caractéristiques
d'un exécutif local. Mais au moment où nous avons l'introduction des TIC dans la gestion des administrations publiques, la collectivité étant un démembrement de l'État, il faut un sens de l'innovation. Un bon exécutif local, c'est celui qui sait innover, raccourcir les délais et utiliser les TIC au profit de la communauté. Cela me paraît important dans la gouvernance de nos territoires. Maintenant, au-delà de ces aspects techniques et aspects cartésiens, il y a le volet social qui constitue un référent essentiel quand on veut administrer ces collectivités territoriales. Le bon exécutif local, à mon avis, il doit être très humble. Et savoir que à côté, il y a des acteurs qui ont des savoirs locaux endogènes, peut-être qui peuvent être mieux adaptés que ces savoirs cartésiens dont on se vante pour faire prévaloir les actions d'un leader. Comment combiner ces actions issues des savoirs locaux endogènes avec les savoirs techniques, sachant, pour arriver à gouverner la collectivité? Ça me semble être des éléments importants à intégrer. Mais l'autre élément, c'est l'ouverture en termes de respect de l'autre. Savoir que la différence, c'est une pluralité de choix qui s'offre à l'exécutif. Très ouvert, très humble et savoir écouter. Écouter, c'est mobiliser plus de ressources, plus d'énergie, plus de temps. C'est difficile d'écouter, mais un des traits caractéristiques va être l'écoute. Et quand on écoute, on s'enrichit. Donc vous voyez, si vous cumulez ces aspects techniques aux aspects sociaux, vous dégagez un bon profil pour l'exécutif local. Je pense que c'est une question à vase communicant. L'exécutif local idéal est un citoyen modèle, puisqu'il y a un dédoublement fonctionnel entre le citoyen et l'exécutif. Il émane de la communauté et il exerce un pouvoir. Et cette question, je vais la rendre encore plus simple. Au niveau de la cellule de base, la famille, quand un parent s'investit auprès de ses enfants pour leur assurer une éducation de qualité, les mettre dans d'excellentes conditions pour arriver à un avenir radieux. Et si cela se produit, quelle doit être la position de l'enfant vis-à-vis de son parent? Rétribuer à la juste mesure tous les efforts qui ont été consentis durant de longues années doit être en tout cas un leitmotiv. Rapporter aux collectivités territoriales, c'est exactement la même chose. Mon avis sur la question, c'est de dire si la collectivité s'investit au profit de la communauté. En retour, la communauté doit s'impliquer. Et le citoyen modèle qui se dégage, c'est celui qui va vers l'information pour avoir une information de qualité autour du fonctionnement de l'institution, au profit de la communauté. Et la porte d'entrée pour moi à ce niveau, c'est les cadres de concertation en termes de participation citoyenne et d'engagement citoyen. Aujourd'hui, la loi qui définit la composition et le fonctionnement des cadres a été votée. Ça facilite les choses. Mais il y a un blocage qui résiste toujours. Je vous informe que le financement des cadres de concertation pose souvent problème, ce qui anéantit le niveau de participation des citoyens. Le citoyen modèle va se départir de la participation financière et s'engager volontairement et de façon bénévole au service de sa communauté pour animer les cadres de concertation. Si on anime les cadres de concertation, nul doute on aura l'information à portée de main sur le fonctionnement, qu'est-ce que le conseil peut faire, quelles sont ses limites, quelles sont ses prévisions, quelle est la vision de l'institution. Et ça réduirait les biais entre les citoyens et l'institution municipale. Et cette participation ferait qu'on a la bonne information sur les tenants et les aboutissants de la politique publique locale, puisque cette politique de proximité ne peut réussir sans la participation des populations. Le deuxième élément pour le citoyen modèle, à mon avis, c'est un engagement solidaire et bénévole. Il ne suffit pas d'être maire pour servir sa communauté. On peut être un citoyen, mais pour s'affirmer et se positionner comme un citoyen modèle,
on peut initier des actions solidaires dans le cadre de la lutte contre la dégradation de l'environnement, dans la santé, etc., dans la recherche de financement pour accompagner les communautés pour l'accès aux services sociaux de base. Bref, un ensemble d'actions solidaires portées par des citoyens modèles pour aller abréger les souffrances des communautés. Enfin, le citoyen modèle doit miser sur une information de qualité et éviter les fake news. Au moment où Internet fait irruption dans tous les foyers, on peut agir simplement sur la base des informations. Et les citoyens modèles devraient se départir de ces clichés en termes d'information pour aller vers la bonne source et s'engager au profit de la communauté. Comme tout Sénégalais, je pense que ma voix n'est pas suffisamment audible pour porter un message. Mais à mon sens, c'est un message de sérénité, de paix. Puisque si aujourd'hui nous voulons travailler pour le développement, nous ne pouvons le faire que dans un cadre apaisé. Et dans ce cas de figure, toutes les parties prenantes sont engagées. L'État doit jouer le rôle qui lui revient de droit dans l'instauration d'un climat apaisé. Et les protagonistes sociaux, de manière générale, doivent jouer à armes égales. Et c'est dire qu'au-delà des élections, il y a le développement. Mettre le primat de la collectivité sur toute autre considération personnelle. Pour ce faire, le message doit être bien travaillé, puisque c'est le message qui détermine le comportement des uns et des autres. À mon sens, le message doit être techniquement approprié, socialement intégrateur et humainement acceptable. Pourquoi? Techniquement approprié puisque nous sommes sur une élection locale, territoriale et non présidentielle. Il y a des candidats qui, à mon sens, transgressent les compétences de la collectivité et font des propositions qui dérogent du cadre de la décentralisation. Et les citoyens doivent savoir raison garder. Socialement intégrateur puisque le message doit mobiliser toutes les parties prenantes avec une approche inclusive puisque la pauvreté est réelle dans les profondeurs des territoires. Et si on veut avoir un retour sur investissement auprès des électeurs, il faut que ce message soit intégrateur socialement. Et enfin, humainement acceptable, puisque la dimension humaine, au cœur de la démarche de proximité, renforce toutes les possibilités. Le respect de l'autre, le respect de la différence, permet en définitive de savoir que nous misons plus sur la collectivité territoriale que sur soi-même. Il me semble que ce sont des éléments sur lesquels nous devons beaucoup focuser. Et au-delà de ces élections, s'il y avait une recommandation, c'est vraiment d'avoir une innovation dans la gestion des collectivités territoriales. Que le e-participation ou e-gouvernance soit de mise dans la gestion des collectivités. Ça permet de raccourcir les délais, d'aller très vite dans les réponses et d'offrir des services de qualité. À tous, je souhaite des élections apaisées à hauteur d'homme, à armes égales et avec une ambition territoriale éprouvée. Je vous remercie.